Aujourd'hui, je te présente une Caroline à moitié estropiée puisque Kaline m'a flanqué un énorme coup de griffe en plein sur le nez. Donc voilà, j'ai une grosse cicatrice, je suis balafrée, je suis couturée. Aujourd'hui, on fait aussi la Culture Box pour le mois de décembre 2017, mais c'est aussi la première Culture Box de l'année 2018. On va parler de romans, de chats, de jeûnes, de développement personnel, et on va aussi parler de Jumanji et de Michel Sardou. Allez, on y va. Michel Sardou arrête sa carrière musicale, il a décidé que dorénavant il se consacrerait au théâtre, et depuis l'été dernier, il tourne dans toute la France pour une tournée qui s'appelle La Dernière Danse et qui est effectivement son dernier tour de chant musical, dans lequel il fait ses plus grands tubes, et c'est la dernière fois qu'on va pouvoir le voir sur scène en train de chanter. Donc forcément, comme je suis moi une très grande fan de Sardou, je ne pouvais pas manquer cet événement, je suis allée voir son dernier concert, enfin ce dernier tour de chant, La Dernière Danse. Voilà, toi, ça c'est le programme. Oh là là, il y a plein de reflets. Ça c'est la caméra. Bon voilà. Donc je te présente le programme de cette dernière tournée. Je l'ai vu à la scène musicale, qui est une salle à Boulogne-Billancourt. Et j'étais tellement ravie de voir Sardou. De toute façon, je suis tout le temps ravie de voir ou d'écouter Sardou à la fin, quand il a chanté Les Connemara, c'était la dernière chanson. J'étais debout hystérique et je chantais avec lui. Nanana, nanana, nanana. Bon, ça c'est sûr. Donc j'étais vraiment ravie. Maintenant, je comprends pourquoi il arrête sa carrière. On sent qu'il est un peu fatigué, qu'il est un petit peu décati. Il a baissé toutes les chansons de plusieurs tons. Il chante beaucoup plus dans les graves qu'avant. Je l'avais vu il y a 5 ans, en 2012. Il avait fait une tournée qui s'appelait Les Plus Grands Moments. Et j'avais été complètement bluffée par le gars. Je l'avais vu à Bercy et pendant 2h30, il avait tenu le show. C'était royal. Il avait une voix hyper puissante. Il était super sympa avec le public. Il créait un contact d'enfer. Enfin, j'avais été éblouie par le spectacle. Et là, c'est vrai que j'en suis sortie quand même nettement moins enthousiaste parce qu'il est plus fatigué. La voix ne suit pas et même lui, il se meut avec un peu plus de difficulté. Enfin, tu sens qu'il est fatigué et qu'il a envie de passer à autre chose en fait. Il a quand même bien tenu le truc, il a effectivement survolé tous ses plus grands tubes, toutes les chansons y étaient, Musulmane, Je vais t'aimer, Le Connemara, En chantant, La maladie d'amour, tout ça y était. Il était fort sympa, tu vois, on dit tout le temps que Sardou il fait la gueule, mais là il a parlé avec son public, il a blagué, il faisait des jokes, c'était assez bon enfant, c'était vraiment agréable. Ce qui m'a un peu moins convaincu, mais ça c'est pas forcément dû à lui, c'est que dans cette salle, ils ont la manie d'éclairer le public. Donc en fait, tu te prends tous les spots dans la gueule quand tu es assis dans la salle et au bout d'un moment, t'as la tête comme un chou, t'en peux plus d'avoir les trucs dans la tronche, t'aimerais mieux que finalement les projecteurs soient braqués sur lui, parce que c'est quand même lui que t'es venu voir. Or non, ils font un effet d'éclairage qui t'amène à toi les spots dans la tronche. Donc au bout d'un moment, t'es complètement aveuglé, tu vois plus rien. Ça c'était un peu le bémol du truc. La sono aussi était pas complètement au point. Sinon, ben, pour le reste, c'était quand même une très grande soirée. Et pour continuer de fêter le truc, j'ai reçu à Noël l'intégrale de Sardou, tous ses albums enregistrés, toutes les chansons qu'il a enregistrées, c'est l'intégrale totale. Donc, Sardou, c'est pas prêt de s'arrêter pour moi. Au cinéma, juste avant le Nouvel An, je suis allée voir Jumanji avec Dwayne Johnson. C'est non pas un remake, mais un peu une suite du Jumanji avec Robin Williams qui était sorti dans les années 90. Jumanji, le principe c'est que ce titre c'est le nom d'un jeu magique. Dans les années 90 c'était un jeu comme un genre de Monopoly ou un Cluedo, enfin c'était t'avais une plateforme de jeu et des pions et donc tu lançais les dés et puis ensuite selon la case sur laquelle tu tombais il se passait des trucs complètement ébouriffants. Là pour cette suite ils ont choisi un nouvel angle d'approche, ils ont décidé de transformer le jeu en jeu vidéo. Et donc, les personnages principaux du film sont à un moment propulsés à l'intérieur du jeu vidéo qui les envoie dans une jungle où ils deviennent leurs avatars. Donc, tu as un petit gamin de 13 ans ou 14 ans un peu mal dans sa peau, un peu boutonneux, qui sait pas comment avouer à la gonzesse qui lui plaît, qu'elle lui plaît, qui se transforme en Dwayne Johnson parce que c'était ça l'avatar qu'il avait choisi. Donc, il devient un grand type hyper musclé, tatoué, tu vois, baroudeur, bassané, tout ça, hyper viril. Et c'est assez marrant, et il y a aussi une petite blonde qui, elle, se transforme en un chercheur bedonnant, un scientifique un peu bedonnant et ventru, alors elle est complètement épouvantée. Ça, c'est assez drôle. J'ai beaucoup aimé ce film. Au départ, j'étais pas trop convaincue par l'histoire du jeu vidéo. Je me demandais comment ils allaient s'en sortir. Franchement, j'étais pas convaincue. Et j'ai passé un super bon moment. Les acteurs sont parfaits. Dwayne Johnson et Jack Black en tête. Jack Black, phénoménal dans ce film, hyper marrant. Mais ils sont tous très bons.
Et ça fait qu'on passe 2 heures véritablement sans s'ennuyer une seule seconde. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Et au final, le message là-dedans est plus profond qu'il n'y paraît, puisque ça t'incite à révéler ta vraie personnalité, à dévoiler tes ressources les plus profondes, à essayer de comprendre qui tu es, ton unicité, et à l'offrir au monde. Donc j'ai vraiment été super emballée par ce film. On passe au roman que j'ai lu ce mois-ci. Il y en a 2. Tout d'abord Marraine de Jean-Baptiste Andréa. Je crois que ce roman est en train de cartonner, c'est le premier roman de l'auteur et il marche vraiment vraiment bien. C'est l'histoire d'un gamin qui est un peu attardé. Enfin, au niveau de son développement intellectuel et psychomoteur, voilà, il a un peu du mal à s'organiser, il a un peu du mal à ranger les choses dans sa tête, donc il est un petit peu attardé. Et il se sent très à l'étroit dans sa vie avec ses parents, à l'école, il habite dans une station-service, enfin ses parents tiennent une station-service, il vit avec eux, il se sent étriqué dans sa vie, et un jour il décide de partir, et l'objectif qu'il se fixe, c'est de partir à la guerre, parce qu'il a l'impression que c'est comme ça qu'il va devenir un homme. Donc il fugue, il quitte le domicile de ses parents, mais il va pas bien loin, parce qu'encore une fois, il est un peu limité par justement ses facultés mentales un peu déficientes. Et donc il se retrouve juste quelques kilomètres plus loin, et là il va faire la connaissance d'une gamine qui elle-même est assez cabossée, qui s'appelle Viviane, et ils vont créer ensemble un lien d'amitié très très fort. Et le livre développe ce lien d'amitié entre ces deux êtres un peu malmenés par la vie, et c'est assez poignant, c'est très poétique, c'est un peu comme si Pagnol rencontrait Forrest Gump. C'est vraiment très joli. Je comprends que ce livre marche bien parce qu'il y a une véritable saveur là-dedans. On s'attache à ce petit personnage fragile. En même temps, je ne suis pas emballée à 100% parce que l'émotion n'est pas née. Je ne suis pas rentrée dedans au niveau de l'émotion. J'ai trouvé que l'écriture était belle, que c'était très original comme histoire, que ces personnages étaient pas du tout habituels. Donc il y avait vraiment quelque chose de très original. Mais en même temps, à aucun moment mon cœur n'a battu. Voilà, ça n'a pas fait vibrer d'émotion en moi. Donc du coup, même si je reconnais que c'est un très joli ouvrage, bah, en même temps, je suis pas vraiment rentrée dedans. Deuxième roman que j'ai lu au mois de décembre, Le Magicien d'Oz. Tu as dû comprendre que je suis une grande fan du Magicien d'Oz. Et le film de 1939 avec Judy Garland est en fait une adaptation de la saga écrite par Frank L. Baum qui était sortie au tout début du XXe siècle. Et en fait, le film, lui, ne reprend que le tout premier tome de la saga qui, elle, comprend 14 tomes. Et moi, même si j'étais très très fan du film, je n'avais lu que ce tout premier tome et c'est vrai que j'avais pas tellement aimé. Je trouvais que c'était assez fadouille en fait par rapport au film. Surtout l'histoire que dans le livre, la gamine, elle a des souliers en argent. Et comme moi j'étais complètement restée fascinée par les souliers en rubis du film, l'histoire des trucs en argent, ça me gonflait complètement, j'étais super frustrée. Donc du coup, je m'étais pas intéressée beaucoup plus que ça à la saga littéraire, d'autant plus qu'en France, il n'y a que le premier tome qui est traduit. Si tu veux lire la suite, bah, il faut la lire en anglais. En tout cas, l'année dernière, c'était l'année de mes 40 ans, on m'a offert l'intégrale du Magicien d'Oz pour mon anniversaire, donc je me suis dit, ma fille, puisque tu es officiellement une grande mordue du Magicien d'Oz, tu peux pas ne pas avoir lu la saga en entier. Donc ça y est, je m'y suis mise. Dans ce recueil, il y a les 3 premiers tomes, donc Le Magicien d'Oz plus les 2 autres tomes suivants. Il y a encore 4 autres recueils qui contiennent tous les autres tomes jusqu'au 14e. Et j'ai pris un plaisir immense, mais complètement immense, à découvrir l'entièreté de l'univers posé par Frank L. Baum. Mais vraiment un plaisir complètement fou. J'ai complètement dépassé l'espèce de manque d'enthousiasme que j'avais sur le premier tome et je découvre toutes les ramifications de l'imagination de ce mec. Je découvre tout ce qu'il a mis dans ses univers, c'est complètement foisonnant de trouvailles, de péripéties, de rebondissements, de personnages, tous plus pittoresques les uns que les autres. Mais vraiment, mais quel bonheur cette saga, et je comprends pourquoi elle est tellement importante dans l'histoire de la littérature américaine, parce que vraiment c'est que du bonheur. Pour l'instant, j'ai donc lu les 3 premiers tomes. À la fin du premier tome, quand Dorothy rentre du Kansas
et ben ensuite il va se passer des tas de trucs parce que le pays d'Oz va être mis en péril par des méchantes sorcières, par un roi des gnomes très méchant, tout ça. Donc il va falloir qu'elle retourne au pays d'Oz et elle va rencontrer d'autres personnages en plus de l'épouvantail de l'homme en fer blanc et du lion poltron. Donc voilà, il y a plein de rebondissements. C'est un pur bonheur. Si tu lis l'anglais, si tu es fan du Magicien d'Oz, ben si tu l'as pas encore fait, je te conseille vivement de lire l'intégralité de la saga. Ensuite, on va parler de chats. Ce mois-ci, j'ai été voir le film Kedi au cinéma. Un petit chat dans la gorge du coup. Donc Kedi, des chats et des hommes, qui est sorti au mois de décembre. C'est un film réalisé par une jeune femme turque et ça raconte l'histoire des chats de gouttière d'Istanbul. Le film suit à peu près 7 chats différents et ça montre leur vie dans les rues d'Istanbul. C'est pas des chats qui appartiennent à des gens, c'est des chats qui sont là, qui errent, qui vont et viennent, qui sont quand même pris en charge par quelques habitants qui s'occupent d'eux, qui leur donnent à manger, qui les emmènent chez le veto si nécessaire. Et tu vois des chats qui sont très différents les uns des autres. Ils ont des caractères tout à fait différents. Il y en a qui sont très batailleurs, il y en a qui sont très soumis, il y en a qui sont très aventuriers, il y en a qui au contraire sont plutôt timides. C'est tout à fait joli. En plus, il y a l'ambiance d'Istanbul qui s'exhale des images. Non seulement c'est très beau parce qu'on voit tous ces chats et que si on aime les félins, particulièrement les chats, ben évidemment c'est un bonheur, c'est un spectacle super sympa pendant 1h30, mais en plus on a toute cette ambiance de la ville, des rues, des habitants, de la langue même, donc ça c'est très agréable. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu long, de temps en temps on décroche un petit peu, parce que bon finalement voilà, on a les suites d'histoire, premier chat, deuxième chat, troisième chat, quatrième chat, cinquième chat, autant bon. Au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu long. Il aurait fallu que ça dure qu'1 heure plutôt qu'1h30. Mais quand même, je suis ravie que ce genre de projet existe. Vraiment, c'est un petit bijou et si on aime les chats, je recommande vivement ce film. Toujours sur les chats, à Noël, j'ai reçu ce livre-là, Amour de chat, anthologie des plus beaux textes consacrés aux chats. Alors c'est un livre d'images, un livre de photos, très joliment illustré. Attends, voilà. C'est très joliment illustré. Il y a des très belles photos, des très beaux dessins sur les chats. Bon, ça va être une galère de te montrer le truc, hein. Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Voilà. Donc, il y a vraiment une iconographie et une maquette qui sont super belles. Il y a des photos de chats sublimissimes, mais vraiment sublimissimes. C'est au niveau des textes que j'ai été un peu déçue, parce que finalement, ça s'appelle Amour de chat. Or, t'as des textes qui sont pas si élogieux que ça pour les chats. On a pris des extraits de philosophes, de poètes, d'écrivains aussi. Ils ont essayé de rassembler comme ça des tas de bribes de textes qui parlent de chats, mais dedans il y en a aussi qui sont pas forcément très sympas sur les chats, qui te parlent de tuer des chats ou qui te parlent de chats comme étant des mauvaises bêtes, tout ça. Je me suis dit c'est bizarre, le truc s'appelle Amour de chat, normalement ça aurait dû être uniquement un palmarès de louanges, un palmarès de compliments pour les chats et de déclarations d'amour aux chats. Donc c'est un très beau livre, mais c'est juste les textes qui pêchent un peu. Ensuite, on va parler de jeûne. Depuis un an, un peu plus d'un an, je me suis mise au jeûne intermittent parce que j'avais lu je m'étais documentée, j'avais vu qu'on pouvait tirer de grands bénéfices du jeûne intermittent, et donc depuis un an, je me suis mise à sauter le petit déjeuner. Et j'en suis même arrivée au point où de temps en temps, je saute aussi le déjeuner. Par exemple, quand j'ai des grosses journées de boulot, où je sais que je vais écrire toute la journée, et ben dans ces cas-là, je ne déjeune pas, et je me fais ma journée de boulot. L'avantage, c'est que j'ai pas le coup de pompe de 14 heures, tu vois, de la digestion qui normalement me flanquait un peu patraque et qu'il fallait que je fasse même un petit somme. Là du coup il n'y a plus ça du tout. Je continue de me documenter au maximum sur le jeûne, sur les bénéfices du jeûne, comment ça marche, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte vraiment dans l'organisme, à la santé. Donc ce mois-ci j'ai lu pas mal de livres sur le sujet que je vais te présenter assez rapidement. Tout d'abord j'ai lu ce livre-là, Jeûner à la maison. Ce qui m'a attiré dans ce bouquin-là, c'est qu'il était préfacé par Thierry Casasnovas, qui dans ses vidéos, il a une chaîne YouTube et il parle énormément de régénération, d'alimentation par les jus de légumes, de jeûne aussi, et il parle beaucoup de jeûne. Donc je m'étais dit, puisque c'est préfacé par Casasnovas, c'est que ça doit être un bouquin sérieux. C'est pas mal, comme première approche, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pas tellement fouillé, ça va pas tellement dans le fond des choses, donc ça reste vraiment très en surface, hein, ce livre-là. C'est juste une première approche, et
Aussi, l'autre truc qui m'a un peu plus embêté, c'est truffé de fautes. Donc ça, moi, ça rend la lecture super malaisée pour moi quand dans un bouquin, il y a plein de fautes. C'est le cas de celui-là, même dans la préface, il y a des fautes. Mais disons, pour une première approche, si on veut juste savoir un tout petit peu ce que c'est le jeûne, ça peut faire la blague. Ensuite, j'ai lu celui-là, le guide complet du jeûne. Voilà, c'est carrément une bible hein, sur le jeûne. Il porte bien son nom, il est très complet, c'est très fouillé, notamment sur la partie médicale, sur qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand on jeûne, quels sont les mécanismes qui se mettent en place et en quoi tout ça c'est bon pour la santé. Maintenant, ce qui m'a moins convaincu, c'est qu'à la fin, il y a facilement 30 pages qui sont consacrées à des recettes. Alors, c'est vrai que dans un livre sur le jeûne, te foutre des recettes de cuisine, c'est étonnant. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même. Hein. Il dit oui, ça peut paraître bizarre de mettre ça, mais justement, au moment où on rompt le jeûne, je voulais vous donner des astuces de cuisine. Enfin bon, bref. Moi, du coup, déjà d'une manière générale, les livres de cuisine, c'est pas ma came, parce que je ne sais pas cuisiner, donc je me contrefous de connaître des recettes. Et alors, surtout dans un truc de jeûne, franchement, le trip de toutes 50 pages de recettes, ça, j'ai trouvé que c'était complètement loufoque. Et en plus, l'autre chose qui m'a gênée, c'est que le gars, il t'incite à boire du café. Il te dit que quand tu jeûnes, tu peux boire de l'eau ou du thé ou du café. Alors ça, là, franchement, je suis dubitative parce que quand tu es en mode jeûne, l'organisme, il est quand même beaucoup plus sensible et donc lui foutre de la caféine à haute dose, à mon avis, ça met un peu sur les nerfs. Je suis pas sûre que ce soit tellement bon. Donc, du coup, tu vois, à partir du moment où il conseillait à mort de faire ça, moi, ça m'a fait prendre un peu de distance par rapport au bouquin. Et le troisième que j'ai lu, c'est celui-là, Les secrets d'un jeûne réussi. Des trois, c'est celui que je préfère parce que c'est celui que je trouve le plus fiable au niveau médical. Et malgré tout, c'est celui qui est le plus condensé. C'est celui qui vraiment te donne le maximum d'informations et le maximum d'outils. Si toi aussi tu veux te mettre au jeûne intermittent, si tu veux essayer de le faire, elle t'explique exactement comment procéder, comment te préparer avant le jeûne, comment rompre ton jeûne à l'issue du truc, et aussi elle te dit clairement qu'est-ce que ça va faire dans ton corps, et puis il est plus court. Et elle te dit que le café c'est pas bon, donc c'est quand même celui que j'ai préféré. Voilà, on va finir avec le développement personnel. Ce mois-ci j'ai lu 3 livres de développement personnel qui traitent un peu de la même thématique. D'abord, il y en a 2 d'une auteure qui s'appelle Jen Sincero et elle a sorti ces 2 livres-là aux éditions Marabout. Le premier, c'est Tu vas tout déchirer et le deuxième, c'est Tu vas t'en mettre plein les poches. Dans ces livres, elle parle beaucoup de la loi de l'attraction. Comment est-ce que, en se mettant dans un état d'esprit beaucoup plus positif, on finit par attirer des choses positives à soi, de la même façon que quand on déprime et qu'on est pessimiste et négatif, et ben on attire que de la merde. Donc c'est ça qu'elle développe dans ses livres. Elle a un ton qui est particulièrement drôle, acéré. Vraiment, elle ne dit rien de révolutionnaire, mais elle le dit d'une façon qui est différente et du coup, tu percutes beaucoup plus les idées. Dans celui-là, c'est un manuel de confiance en soi et dans celui-là, c'est une approche pour essayer d'étudier son rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on fait quand on a envie de gagner de l'argent mais qu'on n'y arrive pas? Donc ça, c'est plus vraiment développement perso, confiance en soi, et ça, c'est beaucoup plus pognon. Et c'est ça surtout moi qui m'intéressait, j'avais envie de me pencher en ce moment sur ma relation à l'argent. Et j'ai lu les 2 trucs, et ben honnêtement, cette meuf-là, pour ces 2 bouquins, les 2 ça vaut 15 €, hein, elle m'a fait plus progresser que je n'aurais sans doute progressé avec une thérapie de 10 ans. J'ai compris des tas de choses sur moi, j'ai assaini des tas de croyances limitantes, de blocages que je pouvais avoir par rapport à l'argent. Enfin, ça a été vraiment une révélation, ces 2 bouquins. En plus, comme je te dis, c'est drôle, elle se prend pas la tête, elle se prend pas au sérieux. Et vraiment, c'est percutant, du coup, t'avances vachement bien. J'ai adoré ces 2 bouquins. Et j'en ai lu un 3e qui n'est pas du même auteur, mais qui est un peu dans la même veine, qui s'appelle Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. C'est un peu la même chose, c'est aussi de réfléchir à la loi de l'attraction, comment est-ce qu'on arrive à attirer à soi des choses positives pour peu qu'on soit positif soi-même. J'ai aussi beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il est très concret, elle t'explique vraiment comment faire, comment est-ce que tu peux totalement repositionner ton esprit pour le rendre sensible au positif et un peu moins au négatif.
Du coup, je suis complètement emballée par ces 3 livres-là. Voilà, on a fait le tour pour le mois de décembre 2017. Sur ce, je vais te souhaiter une très bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu les aimes, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit like ou un commentaire afin que je sache un petit peu ce que tu en auras pensé et comment tu as réagi à tout ça. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Mouah. Mauvais chat, hein, quand même, elle m'a pas loupé, petit chameau.